Imaginez un penseur, Abu Hamid al-Ghazali, qui s'éteint en l'an 1111. On est donc 9 siècles avant la crise des subprimes, et pourtant, quand on lit son analyse de l'argent, de la morale, du pouvoir, on a l'impression troublante qu'elle a été écrite hier, spécialement pour décrire notre système financier actuel. Alors, ça soulève une question assez folle, non ? Comment un homme du XIe siècle a-t-il pu anticiper et même décortiquer des dynamiques que nos économistes les plus brillants, avec tous leurs modèles informatiques, ont encore du mal à saisir aujourd'hui? Parce que, soyons clairs, les idées d'Al-Ghazali, ce n'est pas juste pour les historiens, c'est bien plus que ça. On pourrait presque dire que c'est un manuel d'instruction d'une pertinence incroyable pour comprendre ce qui cloche, ce qui est cassé au cœur de notre système financier mondial. Il faut bien se représenter qui était cet homme. Un philosophe persan qui a vécu au sommet de l'âge d'or islamique. Et il a passé sa vie à disséquer la psychologie de la richesse, le danger de la corruption. Et surtout, il a analysé avec une précision quasi chirurgicale ce qui se passe quand une civilisation entière perd sa boussole morale. Mais alors, pour vraiment saisir la profondeur de sa pensée, il faut revenir un peu en arrière. Qui était Al-Ghazali? Et qu'est-ce qui, dans son parcours de vie, lui a donné cette perspective si particulière, si visionnaire? Ce qui est fascinant avec Al-Ghazali, c'est qu'il n'était pas du tout un outsider. À 33 ans, il est au sommet de sa gloire. Professeur prestigieux à Bagdad, pensez à l'équivalent d'une chaire à Harvard aujourd'hui. Et puis, en 1095, coup de théâtre, il plaque tout. Il renonce à sa carrière, au prestige, à tout. Et c'est cette rupture radicale qui va tout changer. Elle va lui permettre de voir le système comme personne d'autre, à la fois de l'intérieur, parce qu'il en connaissait tous les rouages, et de l'extérieur. C'est de cette crise personnelle que va naître son œuvre maîtresse, l'Ihya Ulum al-Din. Et à l'intérieur, il y a une idée, mais une idée absolument révolutionnaire pour l'époque et même pour aujourd'hui. L'économie, pour lui, ce n'est pas une machine froide, ce ne sont pas que des chiffres. Non, c'est le reflet direct, le miroir de notre état psychologique et moral collectif. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Regardons de plus près ces grandes intuitions économiques. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Pour chaque principe qu'il énonce, le parallèle avec notre monde d'aujourd'hui il est tout simplement saisissant. Sa toute première idée, elle concerne la nature même de la monnaie. Pour lui, c'est simple. L'argent, c'est un outil, un moyen d'échange neutre. Il compare les pièces d'or et d'argent à des sortes d'arbitres impartiaux entre les marchandises. Leur but, leur seule raison d'être, c'est de circuler pour faciliter les échanges. Elles ne sont pas faites pour être thésaurisées, pour être une fin en soi. Ça a l'air simple dit comme ça, mais les implications sont énormes. Et voilà le problème qu'il a identifié. Dès que l'argent arrête d'être un simple moyen pour devenir un but, eh bien, tout le système se bloque. Maintenant, faisons un saut de 900 ans. Aujourd'hui, que voit-on? Des multinationales, des ultra-riches qui sont assis sur des montagnes de liquidités, des milliers de milliards de dollars. Cet argent, il ne circule pas. Il est retiré de l'économie réelle, ce qui crée une sorte de sécheresse, une rareté artificielle qui pénalise tout le reste. Sa deuxième grande intuition, elle est redoutable. Il utilise un terme arabe, riche, qu'on pourrait traduire par tromperie ou fraude. En fait, il s'attaque frontalement à la spéculation. Pour lui, c'est une activité purement parasite. Il a défini comme n'importe quelle transaction où l'on fait un profit sans créer la moindre valeur réelle. Autrement dit, gagner de l'argent sur le dos des autres, sur leur ignorance ou leurs besoins. Et si on cherche un exemple moderne de guiche, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, le trading à haute fréquence, c'est l'exemple parfait. Ces algorithmes ultra rapides, ils n'investissent pas dans une entreprise pour l'aider à grandir, ils ne financent aucune innovation, leur seul but, c'est de s'intercaler dans les transactions pour prélever une micro-commission, une sorte de taxe invisible. C'est précisément, mot pour mot, le comportement parasitaire qu'Al-Ghazali décrivait. On en vient à sa troisième intuition sur le problème de l'intérêt, ou riba en arabe. Et là, son argument est d'une finesse incroyable. Ce n'est pas juste une question de morale ou de religion. Non, c'est un argument purement mathématique, économique. Il explique qu'une dette avec intérêt, surtout avec des intérêts composés, elle grandit de façon exponentielle. Alors que l'économie réelle, elle, la production de biens et de services, elle croît de façon linéaire. Et mathématiquement, l'un finit toujours par dépasser l'autre. Le cœur du problème, c'est donc cette divergence, ce grand écart mathématique. Ça rend le système fondamentalement instable. Tôt ou tard, il faut une crise, un crash, pour que la dette de papier se réaligne brutalement avec l'économie réelle. Quand on y pense, c'est une description parfaite des cycles de boom et de crash qu'on connaît depuis des siècles. Et aujourd'hui, la dette mondiale totale, c'est plus de 300 000 milliards de dollars. Un chiffre presque impossible à se représenter. Cette divergence, qu'Al-Ghazali avait identifiée de manière théorique, on peut maintenant la mesurer, la voir dans les chiffres,
On est en plein dans le scénario qu'il avait décrit comme étant une fatalité mathématique. Maintenant, on va voir comment tous ces problèmes économiques, pour Al-Ghazali, sont en fait le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Pour lui, la corruption au sommet, ce n'est jamais un problème isolé. C'est une maladie, une contagion qui finit par infecter l'ensemble du corps social. Il a cette phrase qui est d'une force incroyable. Lorsque les dirigeants s'enrichissent par des moyens injustes, cela corrompt toute la société. L'injustice se répand comme une maladie contagieuse. Ce qu'il comprend, c'est que les règles du jeu, les normes morales, elles sont fixées par l'exemple. Si l'intégrité disparaît au sommet, elle ne peut pas survivre à la base. Et il décrit ce processus comme une cascade. Ça commence en haut. Les élites agissent en toute impunité. Le signal envoyé est très clair. Être honnête, c'est pour les idiots. Ensuite, l'étage du dessous, les juges, les marchands se mettent à imiter ce comportement. Puis, les gens ordinaires, voyant que le système est truqué, font de même pour survivre. À la fin, la confiance sociale s'effondre. Et sans confiance, une économie ne peut plus fonctionner correctement. L'exemple de la crise de 2008 est frappant. Aucune sanction majeure pour les responsables, le message était limpide. Et tout ça nous amène au cœur de sa thèse, son idée la plus puissante, le lien de cause à effet direct entre la décadence morale d'une société et son inévitable effondrement économique. Pour l'expliquer, il utilise une métaphore magnifique, celle de l'eau. La richesse est comme l'eau, dit-il. Si elle circule et irrigue, tout prospère. Si elle stagne en un seul endroit, elle pourrit et tout autour meurt de soif. C'est d'une lucidité incroyable. 8 siècles avant Keynes, il avait compris que quand la richesse se concentre trop, elle ne profite plus à personne. L'eau s'accumule dans le réservoir des plus riches, pendant que les champs en contrebas s'assèchent. Et comme un bon médecin, il a même listé les symptômes d'une civilisation en phase terminale. Premièrement, les élites perdent toute légitimité morale. Deuxièmement, les intellectuels sont soit achetés, soit réduits au silence. Troisièmement, les institutions, comme la justice, ne sont plus que des façades. Quatrièmement, le discours public est rongé par le cynisme. Et enfin, les gens se désintéressent de la vie civique pour se concentrer uniquement sur leur survie. C'est une liste de contrôle assez glaçante. Mais pour Al-Ghazali, tout ça n'a rien de nouveau. Il observe que les civilisations, toutes les civilisations, suivent un cycle presque mécanique. À la base, il y a la discipline et l'intégrité, qui mènent à la prospérité. Mais cette prospérité engendre la complaisance, puis la corruption. Et cette perte d'intégrité, elle mène inévitablement à l'effondrement. C'est un cycle. Ce qui nous amène, bien sûr, à la question qui fâche, la question inévitable. Si on regarde notre propre civilisation, aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe dans ce cycle? Est-ce qu'on est encore à un stade où une réforme est possible? Ou est-ce que, peut-être, le point de non-retour a déjà été franchi? Al-Ghazali nous donne la clé pour répondre. Le test ultime, le véritable examen de passage pour une civilisation, c'est de voir si ces élites sont capables de s'imposer des limites pour le bien de tous. Aussi, au contraire, elles préfèrent voir le système s'effondrer plutôt que de renoncer à un seul de leurs privilèges. Et si l'on regarde l'histoire, la réponse est rarement encourageante. Et c'est peut-être ça, son message le plus puissant, qui nous parvient 900 ans plus tard avec une clarté presque brutale. On ne peut pas bâtir une prospérité durable sur des fondations morales pourries. C'est impossible. Une civilisation qui oublie ça est condamnée à le réapprendre, mais dans la douleur. La question qui reste, et qu'il nous pose par-delà les siècles, est simple. Allons-nous entendre l'avertissement à temps?